Dans les profondeurs d'une prison moderne, un homme condamné à tort travaille dans l'ombre, traitant les eaux usées de ses geôliers. Il est le seul à connaître le secret des tuyaux, une connexion cachée à un système d'égout victorien oublié et fragile. Il va utiliser le battement de cœur de la prison, une purge d'eau à haute pression pour briser ses chaînes. C'est une histoire de patience, d'ingénierie et d'une évasion à travers les veines oubliées de la Terre. Si vous aimez les récits où la connaissance est la seule clé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Le monde de Thomas Leduc s'était rétréci aux dimensions d'un cycle de filtration. Autrefois, son univers était celui des grands chantiers, des plans d'ingénierie qui s'étalaient sur d'immenses tables, et de l'odeur de l'ozone après un orage sur un pont fraîchement bétonné. Il était un ingénieur civil, un bâtisseur, un homme qui comprenait le langage du béton et de l'acier, qui savait comment canaliser la puissance de l'eau pour le bien de la société. Aujourd'hui, il canalisait l'eau pour une toute autre raison. Condamné pour la défaillance catastrophique d'un barrage qu'il n'avait pas conçu mais seulement inspecté, il était devenu le bouc émissaire parfait pour une entreprise de construction avide et négligente. Son expertise, qui l'avait rendu célèbre, était devenue la preuve de sa culpabilité. Sa nouvelle demeure était le centre pénitentiaire de Val-Clair, une prison ultramoderne construite dans les années 90, un chef-d'œuvre de technologie carcérale réputé infranchissable. Mais chaque structure, Thomas le savait, a une histoire. Et chaque histoire a ses secrets. Grâce à son passé d'ingénieur et à un besoin désespéré de main-d'œuvre qualifiée, il avait été assigné à un poste unique pour un détenu, assistant technique à la station de traitement des eaux de la prison. C'était un royaume souterrain, un labyrinthe de tuyaux, de vannes et de bassins situés sous le complexe pénitentiaire. Pour l'administration, c'était une affectation ingrate, une manière de l'isoler encore plus. Pour Thomas, c'était une opportunité. C'était le seul endroit dans la prison où il pouvait être relativement seul, où il pouvait penser, observer, analyser. La station de traitement était un monde de contrastes. Les niveaux supérieurs, ceux qui étaient régulièrement inspectés, étaient d'une propreté clinique. Des tuyaux en PVC et en acier inoxydable rutilant couraient le long de murs en béton peint en blanc. Des panneaux de contrôle numérique affichaient des flux de données en temps réel. Pression, débit, pH, niveau de chlore. Tout était automatisé, contrôlé par un logiciel central. L'ingénieur en chef, un jeune homme arrogant nommé M. Girard, ne descendait que rarement de son bureau climatisé, se fiant entièrement à ses écrans. Il traitait Thomas avec une condescendance à peine voilée, le considérant comme un simple ouvrier, un fantôme en uniforme de prisonnier chargé des tâches subalternes, nettoyer les filtres, vérifier les niveaux de produits chimiques, signaler les anomalies mineures. Mais Thomas voyait ce que Girard ne voyait pas. Il voyait les détails. Il sentait les vibrations subtiles dans les tuyaux, des harmoniques qui ne correspondaient pas aux spécifications du système. Il entendait des échos étranges dans les canalisations, des résonances qui suggéraient que le réseau était plus complexe, plus vaste que ce que les plans modernes indiquaient. Son travail l'amenait souvent dans les niveaux inférieurs de la station, des zones plus anciennes, moins bien entretenues, qui dataient de la construction initiale de la prison. Ici, l'acier inoxydable laissait place à de vieux tuyaux en fonte, couverts d'une fine couche de rouille. Le silence était plus profond, seulement troublé par le goutte-à-goutte de la condensation et le murmure lointain de l'eau qui circulait dans les veines de la prison. C'est dans ces profondeurs oubliées que son instinct d'ingénieur commença à s'éveiller. Il n'était plus seulement un prisonnier effectuant une tâche. Il était un enquêteur, un archéologue de l'infrastructure, cherchant les secrets cachés dans les fondations de sa propre cage. Il ne savait pas encore ce qu'il cherchait, mais il sentait, avec une certitude grandissante, qu'il y avait une histoire sous l'histoire, un réseau sous le réseau. Et cette connaissance, il en était convaincu, pourrait un jour devenir la clé de sa liberté. La curiosité de Thomas, d'abord une simple distraction intellectuelle pour échapper à la monotonie de sa captivité, se transforma rapidement en une enquête méthodique et clandestine. Il commença à documenter les anomalies qu'il percevait. Il n'avait pas de papier, alors il utilisa le seul support disponible, sa propre mémoire, qui l'entraîna à devenir une archive vivante. Chaque jour, il se concentrait sur un aspect différent du système. Il mémorisait les chiffres affichés sur les panneaux de contrôle, la pression standard dans le collecteur principal, le débit moyen aux heures de pointe, la durée des cycles de rétrolavage des filtres à sable. Puis, il comparait ces données officielles à ses propres observations sensorielles. Il passait des heures dans les niveaux inférieurs, sa main posée sur les gros tuyaux de drainage, sentant les vibrations. Il apprit à distinguer le grondement sourd et régulier d'un flux normal du martèlement plus aigu et irrégulier provoqué par des poches d'air ou des changements de pression soudains. Il devint un stéthoscope humain, capable de diagnostiquer l'état de santé du système par le simple toucher. C'est ainsi qu'il découvrit la première grande incohérence. Les données officielles indiquaient une pression de sortie constante dans le système d'évacuation principal. Mais ses mains lui racontaient une autre histoire. Il sentait des fluctuations de pression cycliques,
des pulsations qui ne correspondaient à aucun cycle de pompe connu. C'était comme sentir un deuxième battement de cœur, plus faible et plus lent, caché derrière le rythme principal. Il se concentra ensuite sur l'acoustique. Il commença à tapoter sur les tuyaux avec la clé à molette qu'il était autorisé à utiliser, écoutant la résonance. Dans les sections modernes en PVC, le son était mat, court. Dans les vieilles sections en fonte, il était plus long, plus mélodieux. Mais parfois, dans certaines sections spécifiques du niveau le plus bas, l'écho était étrange. Il y avait un deuxième écho, un écho fantôme, qui semblait revenir d'une distance beaucoup plus grande, des profondeurs de la Terre. C'était comme si le son voyageait à travers un réseau bien plus vaste que celui qu'il était censé parcourir. Il commença à soupçonner que le système de drainage de la prison n'était pas un circuit fermé qui menait directement à la station d'épuration municipale, comme les plans modernes le montraient. Il soupçonnait qu'il était connecté à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus ancien. Son enquête le mena à une section particulièrement isolée du sous-sol, une zone de stockage pour de vieux équipements de maintenance, où personne ne venait jamais. Le sol y était couvert d'une épaisse couche de poussière, à l'exception d'une zone, dans un coin, où la poussière semblait avoir été aspirée. En s'approchant, il sentit un léger courant d'air froid qui montait du sol. Il balaya la poussière avec sa main et découvrit les contours d'une vieille trappe en fonte, rouillée et scellée par des décennies de négligence. Elle n'apparaissait sur aucun plan moderne. C'était une relique, un vestige d'une époque antérieure. Il passa les jours suivants à essayer de l'ouvrir. Il utilisa de l'huile dégrippante qu'il subtilisa à l'atelier, l'appliquant goutte à goutte sur les charnières rouillées. Il utilisa une barre de fer comme levier. Après une semaine d'efforts discrets et nocturnes, la trappe céda avec un grincement de protestation. Il l'ouvrit, révélant une échelle métallique qui descendait dans une obscurité totale et une odeur de terre humide et de renfermé. Une nuit, armé d'une lampe de poche qu'il avait empruntée, il descendit. Il se retrouva dans un monde différent. Ce n'était plus la prison moderne. C'était un tunnel voûté, construit en briques rouges, suintant d'humidité. C'était un égout. Un égout du XIXe siècle. Il avança, le faisceau de sa lampe révélant un travail de maçonnerie d'une qualité remarquable, mais aussi les signes du temps, des fissures, des briques manquantes, des zones où la voûte menaçait de s'effondrer. Il comprit alors. La prison moderne avait été construite sur les fondations d'une structure plus ancienne, probablement une manufacture ou un hôpital de l'ère victorienne. Et les ingénieurs des années 90, par souci d'économie, n'avaient pas construit un tout nouveau système d'évacuation. Ils avaient simplement connecté leurs tuyaux modernes et efficaces au vieil égout victorien, l'utilisant comme un émissaire bon marché pour acheminer les eaux usées vers le réseau municipal. C'était une pratique courante, mais dangereuse. L'écho du passé n'était pas une hallucination. C'était la voix du vieux réseau d'égouts, qui murmurait son existence à travers les tuyaux modernes. La découverte du vieil égout victorien fut une révélation qui changea complètement la perspective de Thomas. Il ne cherchait plus une simple anomalie dans le système. Il avait trouvé une connexion physique entre deux mondes, deux époques d'ingénierie. Il savait qu'il devait en apprendre plus. Il devait trouver les plans, la carte de ce labyrinthe souterrain. Il commença ses recherches à la bibliothèque de la prison. Il ne cherchait pas des romans, mais des livres techniques, des archives sur l'histoire de la région et de la construction. Il passa des semaines à éplucher de vieux registres fonciers, des manuels d'ingénierie civile du XIXe siècle, cherchant la moindre mention de la structure qui se trouvait autrefois à l'emplacement de la prison. Il trouva enfin une piste. Un livre sur l'histoire de l'architecture industrielle de la région mentionnait l'existence d'une grande filature de laine, la filature du Bois Frères, construite en 1875 et démolie dans les années 80 pour faire place à la prison. L'article mentionnait que la filature était réputée pour son système d'égout révolutionnaire, conçu par un ingénieur de renom de l'époque, un certain Gustave Fleury. Ce nom était sa nouvelle clé. Il concentra ses recherches sur Gustave Fleury. Il découvrit que Fleury était un ingénieur visionnaire, un disciple d'Haussmann, qui avait conçu une grande partie du réseau d'égouts de la ville voisine. Il était obsédé par l'hygiène et la fluidité, et ses conceptions étaient réputées pour leur complexité et leur robustesse. Il était peu probable qu'un tel homme ait conçu un simple tuyau d'évacuation. Il avait dû concevoir un réseau. Mais où trouver les plans? Il n'était certainement pas dans la bibliothèque de la prison. Il devait être dans les archives municipales, ou peut-être dans les archives du service des eaux. Des lieux inaccessibles pour lui. Il était dans une impasse. Il pensa à son plan d'évasion. Le vieil égout était une voie de sortie potentielle, mais sans carte, s'y aventurer serait un suicide. C'était un labyrinthe sombre et probablement effondré par endroits. Il décida de retourner dans le tunnel, espérant y trouver un indice. Il descendit à nouveau par la trappe, cette fois mieux préparé, avec une corde et une lampe plus puissantes.
Il explora le tunnel de briques avec une nouvelle attention. Il ne cherchait plus seulement à comprendre la structure, mais à trouver des signes laissés par ses concepteurs. Il remarqua des plaques métalliques rouillées fixées au mur à intervalles réguliers, portant des chiffres et des lettres gravées, presque effacées par le temps. C'étaient des marqueurs de section, un système de codage pour les équipes de maintenance de l'époque. Il nota les codes, essayant de déchiffrer leur logique. Il suivit le tunnel principal sur une centaine de mètres, jusqu'à ce qu'il arrive à une petite porte en fonte, à moitié ensevelie sous la boue et les débris. La porte était solidement verrouillée. Il passa plusieurs nuits à travailler sur la serrure, utilisant des outils qu'il avait fabriqués à l'atelier. C'était une vieille serrure à gorge, complexe mais pas inviolable pour quelqu'un de patient. Il réussit enfin à l'ouvrir. La porte grinça sur ses gonds, révélant une petite pièce. C'était une ancienne salle de maintenance. L'air y était incroyablement sec, préservé de l'humidité du tunnel. Contre un mur, il y avait un vieux bureau en bois et une chaise. Et sur le bureau, recouvert d'une épaisse couche de poussière, se trouvait un grand rouleau de toile cirée. Son cœur se mit à battre plus vite. Il déroula délicatement la toile sur le sol. C'était un plan. Un plan magnifique, dessiné à la main à l'encre de Chine, daté de 1875 et signé Gustave Fleury. C'était le plan original et complet du système d'égout de la filature. Il l'avait trouvé. La carte oubliée. Il passa le reste de la nuit à étudier le plan à la lueur de sa lampe. C'était une œuvre d'art. Le réseau était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Il y avait des collecteurs principaux, des drains secondaires, des puits d'accès, des bassins de décantation, et même un tunnel de secours qui menait directement à la rivière, à plus d'1 kilomètre de là. C'était sa voie vers la liberté. Mais en étudiant le plan, il remarqua un détail qui le fit frissonner. Il superposa mentalement le plan de l'égout victorien au plan moderne de la prison qu'il avait mémorisé. Et il vit le point de connexion. L'endroit précis où les ingénieurs des années 90 avaient raccordé le système de drainage à haute pression de la prison au vieux tunnel de briques. Et ce point de connexion était une aberration d'ingénierie, une bombe à retardement structurel. Assis dans le silence de la salle de maintenance souterraine, à la lueur de sa lampe de poche, Thomas se sentait comme un historien découvrant un secret qui pouvait changer le cours de l'avenir. Le plan de Gustave Fleury était étalé devant lui, une toile d'araignée de lignes bleues et rouges sur un fond jauni. C'était un témoignage de la fierté et de la compétence d'une époque révolue. Chaque détail était dessiné avec une précision d'artiste, chaque note écrite d'une calligraphie élégante. Mais ce n'était pas la beauté du plan qui captivait Thomas. C'était la science qu'il contenait. Il pouvait voir la logique de Fleury, sa compréhension profonde de l'hydraulique et de la résistance des matériaux. Le système victorien était conçu pour gérer un flux d'eau par gravité, avec de larges tunnels en briques conçus pour supporter la pression de la terre, mais pas une pression interne élevée. Les joints étaient faits de mortier à la chaux, un matériau relativement souple qui pouvait tolérer de légers mouvements du sol, mais qui était vulnérable à une érosion rapide sous un flux à haute vitesse. Maintenant, il superposa à cette image le plan moderne de la station de traitement de la prison, qu'il avait mémorisé jusqu'au moindre détail. Le système moderne était tout l'inverse. Il était conçu pour l'efficacité, pas pour la durabilité. Il utilisait des tuyaux en PVC de plus petit diamètre, dans lesquels l'eau était propulsée à haute pression par des pompes puissantes. C'était un système actif, agressif. Et le point de rencontre de ces deux philosophies d'ingénierie, de ces deux époques, était une jonction, un seul point sur la carte, qu'il identifia avec une certitude glaciale. La jonction se trouvait juste en dessous du bloc de blanchisserie, là où les rejets d'eau étaient les plus importants. Les ingénieurs modernes avaient simplement percé le mur du vieux collecteur en briques et y avaient inséré leurs tuyaux en PVC de 600 mm, scellant la connexion avec du béton moderne. C'était une solution rapide, bon marché et incroyablement dangereuse. C'était comme connecter une lance à incendie à un tuyau d'arrosage en terre cuite. La différence de matériaux, la différence de conception, la différence de philosophie, tout créait un point de stress structurel immense. Le béton moderne, rigide, ne se liait pas bien à la vieille brique, plus poreuse et plus souple. Les cycles de pression et de décompression du système moderne devaient créer des micro-fissures dans le mortier victorien environnant. La jonction était une bombe à retardement. Elle allait céder. Ce n'était qu'une question de temps. C'est alors qu'un autre souvenir, une information apparemment anodine, lui revint en mémoire. Il y a quelques semaines, il avait vu une note de service de M. Girard, l'ingénieur en chef. La note annonçait une purge de maintenance programmée du système de drainage principal pour le 15 du mois suivant, à 2 heures du matin. C'était une procédure standard, effectuée tous les 6 mois, pour nettoyer les tuyaux des sédiments et des obstructions. La procédure consistait à fermer toutes les vannes de sortie, à remplir le système d'eau jusqu'à atteindre une pression maximale, puis à ouvrir soudainement la vanne principale,
créant une onde de choc hydraulique, un coup de bélier, conçu pour tout balayer sur son passage. Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Il comprit. Cette purge, cette onde de choc à haute pression, serait l'événement déclencheur. Lorsqu'elle frapperait la jonction fragile entre le moderne et l'ancien, la vieille maçonnerie victorienne ne résisterait pas. Elle exploserait. Elle se briserait, créant une brèche, une ouverture temporaire entre les deux systèmes. C'était sa théorie. La théorie de la rupture. Et c'était aussi son plan d'évasion. Il n'allait pas creuser un tunnel. Il n'allait pas scier des barreaux. Il allait laisser la prison s'ouvrir d'elle-même. Il allait utiliser la propre force du système, sa propre routine de maintenance, pour créer sa porte de sortie. Le plan était d'une audace et d'une élégance qui le firent sourire pour la première fois depuis des années. C'était un plan d'ingénieur. Il passa le reste de la nuit à affiner sa théorie, à faire des calculs mentaux. Il estima la pression de l'onde de choc, la résistance à la traction du mortier à la chaux, la taille probable de la brèche. Il calcula le temps qu'il faudrait à l'eau pour inonder le tunnel victorien, le temps qu'il aurait pour s'échapper. Chaque détail était pris en compte. Il avait une date. Il avait une heure. Il avait un lieu. Il avait une méthode. Il ne lui restait plus qu'à se préparer pour le jour où il surferait sur la vague de sa propre liberté. Avec une date et une heure précises en tête, la nature de la vie de Thomas en prison changea. L'attente passive et désespérée laissa place à une phase de préparation active et méticuleuse. Chaque jour était un pas de plus vers son objectif, chaque action calculée pour le rapprocher de la nuit de la purge. Sa première priorité était de préparer son corps. Il savait que le voyage à travers les égouts victoriens serait une épreuve physique redoutable. Il commença un programme d'entraînement intensif, utilisant le poids de son propre corps dans sa cellule. Il faisait des centaines de pompes, de tractions sur le cadre de son lit, de flexions. Il courait sur place pendant des heures. Il devait être fort, endurant, et surtout, mince. Il commença à rationner sa propre nourriture, mangeant juste assez pour maintenir sa force musculaire, perdant le peu de graisse qui lui restait. Il devint une machine de survie, affûtée et prête. Sa deuxième priorité était l'équipement. Il avait besoin d'un petit kit de survie, composé d'objets qu'il pouvait se procurer ou fabriquer sans éveiller les soupçons. Il avait déjà une lampe de poche et une corde. Il avait besoin de quelque chose pour protéger ses documents les plus précieux, le plan de Gustave Fleury, qu'il avait réussi à remonter discrètement dans sa cellule. Il utilisa plusieurs grands sacs poubelles qu'il vola à l'atelier de nettoyage, les superposant et les scellant avec du ruban adhésif pour créer une pochette parfaitement étanche. Il avait besoin de quelque chose pour respirer dans les égouts, où il savait que des poches de gaz toxiques, comme le méthane ou le sulfure d'hydrogène, pouvaient s'accumuler. Il fabriqua un filtre à air rudimentaire en utilisant un masque anti-poussière de l'atelier, qu'il remplit de charbon actif qu'il avait obtenu en pulvérisant les filtres usagés du système de purification de l'eau. Il avait besoin d'outils. Il réussit à subtiliser un petit marteau et un burin à l'équipe de maintenance, les cachant dans une cavité derrière une brique descellée dans sa cellule. Il pourrait lui être utile pour se frayer un chemin à travers un effondrement partiel. Sa plus grande préoccupation était d'être au bon endroit au bon moment. Il devait se trouver dans le tunnel victorien, près de la jonction, juste avant 2 heures du matin le jour de la purge. Mais sa cellule était fermée à clé la nuit. Il devait trouver un moyen de sortir de sa cellule et d'atteindre la trappe sans être détecté. Il passa des semaines à observer les rondes des gardiens de nuit. Il découvrit une faille. Il y avait une période de 20 minutes, entre 1h30 et 1h50, où le couloir de son bloc n'était pas visible par les caméras et où les gardiens étaient occupés par la relève dans un autre secteur. C'était sa fenêtre. Il devait donc sortir de sa cellule pendant cette fenêtre, descendre dans le tunnel et attendre la purge. Mais comment sortir de sa cellule? Il étudia la serrure. C'était une serrure électronique, mais avec une clé mécanique de secours. Il passa des semaines à fabriquer une copie de cette clé, en utilisant une technique d'impression à la cire et en limant un morceau de métal volé. C'était un travail d'une précision d'horloger, mais il y parvint. Il avait maintenant tout ce dont il avait besoin. Le corps, l'équipement, le plan. Les jours qui précédèrent le 15 du mois furent une torture de tension et d'anticipation. Il devait paraître normal, suivre sa routine, ne montrer aucun signe de nervosité. Chaque interaction avec un gardien, chaque conversation avec un autre détenu, était une performance d'acteur. Il se sentait comme un ingénieur avant une démolition contrôlée, vérifiant une dernière fois chaque détonateur, chaque charge, sachant que la moindre erreur pouvait transformer le spectacle en une catastrophe. La veille de l'évasion, il fit une dernière descente dans le tunnel. Il transporta son petit kit de survie et le cacha près de la jonction. Il vérifia une dernière fois l'état de la maçonnerie, posant sa main sur les briques, sentant leur fragilité. Tout était prêt. Il remonta dans sa cellule,
son cœur battant un rythme lent et régulier. Il n'était plus un prisonnier. Il était un ingénieur sur le point d'exécuter le projet le plus important de sa vie. La nuit du 15 était froide et silencieuse. Thomas était allongé sur sa couchette, les yeux ouverts dans l'obscurité, écoutant les sons de la prison qui s'endormait. Il ne ressentait pas de peur, mais une sorte de calme hyper concentré, l'état d'esprit d'un chirurgien avant une opération délicate. Il attendit. 1h, 1h15. À 1h30 précise, il se leva. C'était le début de sa fenêtre de 20 minutes. Il se dirigea vers la porte de sa cellule et inséra sa clé artisanale dans la serrure de secours. La clé tourna avec un léger grincement. La porte était ouverte. Il se glissa dans le couloir désert, refermant la porte derrière lui. Il se déplaça en silence, ses pas étouffés par les chaussons qu'il avait fabriqués avec du tissu. Il atteignit la trappe, l'ouvrit, et descendit dans le tunnel victorien, refermant la trappe au-dessus de lui. Il était dans son royaume souterrain. Il récupéra son kit de survie et se dirigea vers la jonction, le point zéro de son plan. Il s'installa dans une petite alcôve qu'il avait repérée, à une dizaine de mètres de la jonction, un endroit qui, il l'espérait, le protégerait de la force principale de l'explosion. Il regarda sa montre. 1h55, il n'avait plus qu'à attendre. L'attente fut les 5 minutes les plus longues de sa vie. Le silence du tunnel était total, seulement troublé par le battement de son propre cœur. Il pensa à ce qui pouvait mal tourner. Et si ses calculs étaient faux? Et si la maçonnerie était plus solide qu'il ne le pensait? Et si la brèche était trop petite? À 1h59, il entendit une alarme lointaine, un son étouffé qui venait du système moderne au-dessus de lui. C'était le signal d'avertissement de la purge. Son corps se tendit. Il entendit le bruit des vannes qui se fermaient, le son des pompes qui se mettaient en marche, un grondement sourd qui grandissait en intensité. Il pouvait sentir les vibrations dans le sol, dans les murs. La pression montait. Puis, à 2 heures précises, il entendit un claque massif, le son de la vanne principale qui s'ouvrait. Le rugissement qui suivit fut indescriptible. C'était le son d'un tsunami contenu dans un tuyau de 600 mm, une vague d'eau à haute pression qui déferlait dans le système à une vitesse terrifiante. Il sentit le sol trembler sous lui. Il vit le tuyau en PVC, visible à travers une ouverture, vibrer violemment. Et puis, l'onde de choc frappa la jonction. Il y eut un son de déchirement, un craquement colossal, le son de briques vieilles de 150 ans qui se pulvérisaient sous une force pour laquelle elles n'avaient jamais été conçues. Le mur du tunnel, à l'endroit de la jonction, explosa vers l'intérieur dans une gerbe d'eau, de boue et de fragments de briques. Un torrent d'eau furieux et bouillonnant se déversa dans le tunnel victorien, transformant le passage silencieux en une rivière en crue. Thomas fut projeté en arrière par la force de l'explosion, sa tête heurtant le mur. Il fut momentanément assommé. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était dans l'eau jusqu'à la taille, un courant puissant menaçant de l'emporter. Il s'agrippa à une saillie rocheuse, luttant pour ne pas être balayé. Le rugissement de l'eau était assourdissant. Il dirigea le faisceau de sa lampe de poche vers la jonction. Il y avait un trou béant dans le mur, une brèche de plus d'1 mètre de diamètre, d'où l'eau continuait de jaillir. La purge ne durerait que quelques minutes. Il devait agir vite. Il attendit que le pic de la crue soit passé, puis il se lança dans le courant, nageant avec une force désespérée vers la brèche. Il atteignit le trou et se hissa à l'intérieur, se retrouvant dans le tuyau en PVC du système moderne. Il était de l'autre côté. Il avait surfé sur la vague de sa propre liberté. Se retrouver à l'intérieur du système de drainage moderne était une étape cruciale, mais ce n'était pas la fin du voyage. Thomas savait qu'il ne pouvait pas simplement suivre les tuyaux modernes. Il le mènerait directement à la station d'épuration municipale, un autre lieu surveillé. Son plan, basé sur la carte de Gustave Fleury, était d'utiliser le réseau victorien comme sa véritable voie de sortie. La purge avait créé une brèche, mais elle avait aussi transformé le labyrinthe souterrain en un piège aquatique et dangereux. Il devait maintenant naviguer dans ce chaos. Il sortit du tuyau en PVC et se retrouva à nouveau dans le tunnel de briques, mais cette fois, de l'autre côté de la brèche. L'eau ici était plus calme, le niveau descendant rapidement alors que la purge se terminait. Il déplia sa carte étanche et l'examina à la lueur de sa lampe. Il était au point J12 sur le plan de Fleury. Sa destination était le point R4, le déversoir de la rivière, un tunnel de secours qui, il le savait, débouchait sur la rivière qui traversait la ville, à plus d'1 kilomètre de là. Le voyage à travers le labyrinthe victorien fut une épreuve d'endurance et de navigation. Les tunnels étaient sombres, glissants, et l'air était lourd et vicié. Il devait constamment se référer à sa carte, comparant les codes de section gravés sur les murs aux indications du plan. Il passa par des collecteurs principaux, de véritables cathédrales souterraines où le son de ses pas résonnait de manière sinistre,
et par des drains secondaires si étroits qu'il devait se déplacer de côté. Il rencontra de nombreux obstacles. Des sections du tunnel étaient partiellement effondrées, le forçant à ramper à travers des passages exigus. À un endroit, il dut traverser un bassin de décantation, pataugeant dans une boue épaisse et nauséabonde. Il vit des rats, gros comme des chats, qui le regardaient passer avec leurs yeux brillants, nullement effrayés par sa présence. Il était un intrus dans leur royaume. Il arriva à une grande intersection, un nœud où plusieurs tunnels convergeaient. C'était un point critique de sa navigation. Une erreur ici, et il pourrait se perdre pendant des jours. Il étudia sa carte avec une concentration intense. Il identifia le bon chemin, non seulement par la carte, mais aussi par les détails de construction que Fleury avait notés. Un type de brique particulier, une arche de style néo-gothique. Il était en dialogue constant avec l'ingénieur mort depuis longtemps, suivant les instructions qu'il avait laissées un siècle plus tôt. Il sentait une étrange connexion avec cet homme, ce visionnaire qui, sans le savoir, avait conçu le chemin de sa liberté. Il se sentait moins seul. Il était le dernier apprenti de Gustave Fleury. Après ce qui lui parut une éternité de marche dans l'obscurité et l'humidité, Thomas commença à sentir un changement. Le courant d'air, qui avait été faible et stagnant, devint plus fort, plus frais. Et il portait une nouvelle odeur. Ce n'était plus l'odeur de renfermé et de décomposition de l'égout. C'était l'odeur de la nuit, de la végétation humide, de la rivière. Il était proche. Il accéléra le pas, son corps épuisé trouvant une nouvelle énergie dans l'espoir. Le tunnel commença à monter, et le sol devint plus sec. Il entendit un nouveau son, le murmure de la rivière qui coulait à proximité. Puis, il le vit. Loin, très loin au bout du tunnel, un point de lumière. Une lumière pâle, grisâtre. La lumière de l'aube. Il se mit à courir, trébuchant sur les pavés inégaux, ses yeux fixés sur cette promesse de liberté. Il arriva enfin à la fin du tunnel. Il était fermé par une lourde grille en fer forgé, rouillée mais solide. C'était le dernier obstacle. Il sortit son marteau et son burin. Il travailla sur la vieille serrure, frappant, faisant levier, avec une force désespérée. Le métal gémit, protesta, mais finit par céder. Il poussa la grille. Elle s'ouvrit sur le monde. Il sortit et se retrouva sur la berge de la rivière, caché sous les arches d'un vieux pont de pierre. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est. La ville était encore endormie. Il était libre. Il resta là un long moment, respirant à plein poumon l'air frais du matin, sentant la bruine sur son visage. Il regarda la rivière qui coulait, cette rivière qui avait été sa destination, son guide. Il avait suivi le chemin de l'eau, et l'eau l'avait mené à la liberté. L'évasion de Thomas Leduc fut un mystère total pour l'administration pénitentiaire. La brèche dans le tunnel fut découverte, mais on l'attribua à une simple défaillance structurelle causée par la purge. On supposa que le corps du prisonnier avait été emporté par le courant et perdu à jamais dans le labyrinthe des égouts. On le déclara mort, une victime malheureuse d'un accident de maintenance. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, un homme commença une nouvelle vie. Il avait des preuves, cachées dans sa mémoire et sur des microfilms qu'il avait réussi à faire sortir de prison avant son évasion, des preuves qui allaient un jour exposer la corruption de l'entreprise qu'il avait fait condamner. Il n'était plus Thomas Leduc, le prisonnier. Il était un homme libre, un fantôme sorti des entrailles de la terre, un ingénieur qui avait utilisé la propre force de sa prison pour la briser. Il avait été emprisonné pour un pont qui s'était effondré. Et il avait gagné sa liberté en provoquant l'effondrement d'un mur. L'ironie, il le savait, était une forme de justice poétique.